Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il n'y a pas que le bac qui stresse les lycéens, les collégiens aussi ont leur examen de fin de collège, c'est le brevet. Alors à quoi sert-il? Est-il vraiment utile? On en parle tout de suite avec nos invités. Comme tous les vendredis, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Et bien cette semaine, on leur a demandé de nous dire ce que représentaient les réseaux sociaux pour eux. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs de collier. Et cette semaine, c'est Chaline Nestor qui répond à ces questions. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec Pape Ndiaye qui s'est exprimé à l'occasion du pré-sommet sur la transformation de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a insisté sur le besoin d'une action concertée à l'échelle mondiale aux côtés de l'UNESCO. Il a également souligné la nécessité d'investir massivement pour soutenir le secteur éducatif. On l'écoute. Ce pré-sommet est l'occasion d'insister sur les besoins de la jeunesse en matière d'éducation après la crise sanitaire. C'est également l'occasion d'insister sur l'urgence d'agir collectivement et pas simplement à l'échelle nationale sur les questions d'éducation. J'ai repris la fameuse formule de l'écrivain britannique Wells indiquant que la civilisation est prise dans une course de vitesse entre l'éducation et la catastrophe. On voit bien aujourd'hui que les investissements dans l'éducation, que le travail international sur ces questions sont décisifs pour prévenir les guerres, pour prévenir l'émergence de dictatures et puis d'une manière générale pour offrir à nos jeunesses des perspectives d'avenir. Dans l'actualité également, les fournitures scolaires seront gratuites à Lille pour les élèves de primaire. Une mesure de justice sociale mise en place pour la deuxième année consécutive pour les élèves de Lille, LM et l'Homme. Concrètement, il n'y a plus de fournitures à acheter, hormis cartables, trousses vides et agenda. Les autres fournitures seront à retrouver dans les classes. Le jour de la rentrée, une corvée en moins pour les familles. Les rues aux écoles poursuivent leur développement à Paris. La mairie a annoncé que 30 nouvelles rues situées près des écoles maternelles ou élémentaires seront concernées d'ici 2023, dont 24 seront aussi végétalisées. Lancées en 2023, les rues aux écoles sont des artères piétonnisées pour sécuriser les entrées et les sorties d'école, mais aussi pour lutter contre la pollution de l'air aux abords des établissements scolaires. Une rue fermée à la circulation et végétalisée coûte en moyenne 400 000 € à la municipalité. Et puis on termine avec cette traversée de la Normandie à vélo, un défi relevé pour un groupe de collégiens. Ils sont 22 élèves du collège Jean Jaurès de Pantin en Seine-Saint-Denis à s'être lancé ce défi, celui de pédaler au départ de Cherbourg pendant environ 300 km afin de rejoindre leur destination finale, le Mont-Saint-Michel, une idée lancée par un ancien prof de PS du collège en 2013 dans le but d'accompagner les élèves à se lancer un défi sportif. Pendant leur trajet, ils en profitent également pour présenter leur pièce de théâtre sur l'écologie, une pièce qu'ils ont préparée pendant 6 mois. Et pour en parler, j'accueille Narman Gourier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Merci d'être avec nous. Également Olivier Beaufrère, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du SNPDEN-UNSA, le syndicat de tous les personnels de direction de l'éducation nationale. Vous êtes deux fidèles de l'émission. Je suis ravie d'être avec vous, car aujourd'hui, on va parler brevet. Incroyable, non? C'est fou, ça. C'est l'actualité. Les collégiens de 3e ont passé les épreuves du brevet hier et aujourd'hui. Alors où les réformes s'entassent, on a oublié la réforme de 2011, de 2013, de 2016, de 2017, enfin ça ne s'arrête jamais. C'est quoi toutes ces réformes? Pourquoi ça s'entasse en permanence? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le brevet, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus comment l'utiliser, on ne sait plus à quoi ça sert. Olivier Beaufrère. Alors le brevet prouve aujourd'hui, depuis hier soir, effectivement, que nous avons des vraies difficultés structurelles, des difficultés d'organisation et même des difficultés de sécurisation, vu qu'on a eu des fuites sur les sujets et qu'on a donc
actualiser les sujets de secours. Donc on a des collègues chefs d'établissement qui, hier soir tard ou ce matin tôt, ont imprimé un nombre assez phénoménal de sujets pour que tout soit opérationnel. On se pose des questions et les élèves qui avaient un PAI, qui avaient un aménagement d'examen, comment on fait? Les decks nous répondent, les divisions d'examen, chargez sur les clés USB, mettez sur Zeniadata. Bref, ça devient extrêmement compliqué. Et effectivement, depuis très 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 longtemps, nous prônons le fait qu'il faut qu'on arrête avec cet examen écrit du DNB, qu'on maintienne effectivement tout ce qui existe, c'est-à-dire le socle commun, l'évaluation, qu'on maintienne le grand oral, effectivement, qu'on le développe même, qu'on l'intensifie, et qu'on arrête la juxtaposition d'un contrôle continu, d'un examen terminal écrit, et puis effectivement d'une validation par compétence. Vous pensez la même chose aussi, Norman Gourrier, arrêter le socle commun et donc finalement continuer avec le contrôle continu à l'année, plus l'examen oral? Je pense que en tant qu'examen terminal de collège, le brevet des collèges a encore quand même quelques vertus. D'abord, il est ce premier diplôme auquel se confrontent les collégiens. Il fait un bilan d'un parcours de 4 ans au collège, de compétences qui sont évaluées, parce qu'on oublie assez souvent que les sujets qui peuvent tomber au brevet ne sont pas que ceux de l'année de 3e. On l'a vu cette année, notamment en français, avec les sujets qui remontaient aux acquis normalement correspondant au niveau de 6e pour les élèves. Donc c'est quelque chose qui sanctionne 4 années de parcours de collège. C'est aussi une première occasion d'avoir un oral qui est noté et qui a une part de coefficient dans le résultat final, avec le grand oral consacré aux épreuves d'histoire des arts. Et puis c'est aussi pour les élèves l'occasion de préparer une épreuve, de stresser, de découvrir ce que c'est que de rendre une copie, de se relire. C'est aussi tout ça qu'on apprend au passage du brevet. Et c'est important pour vous de former les collégiens à leur arrivée finalement au lycée. Cet examen de passage, c'est une façon de leur dire voilà ce qui peut vous attendre, ce qui va forcément vous attendre avec le bac, mais aussi pour la suite de vos études. Oui, parce que ce sont quand même des procédés qu'on retrouve à suite dans tous les processus de concours, les passages d'oraux, les coefficients d'épreuves, la possibilité d'épreuves aléatoires, puisque vous savez qu'ils ont 3 disciplines scientifiques et 2 sur les 3 tombent chaque année. Donc tout ça, ce sont des petits processus qui permettent de petit à petit retirer la peur, retirer l'appréhension en ayant ce premier galop d'essai pour eux. Donc pour cette raison-là, déjà le brevet a cette vertu. Ensuite, c'est une épreuve nationale, elles se font de plus en plus rares dans notre système scolaire. On attaque beaucoup le bac et son caractère national. Là, au moins, on a un sujet qui est globalement, ou un éventail de sujets assez restreint, qui est globalement imposé à l'ensemble des centaines de milliers de candidats tous les ans. Donc, c'est aussi une garantie d'équité dans le traitement des élèves qui sont tous confrontés aux mêmes questions. Et donc, leur évaluation a un sens pour comparer leur niveau. Et ça permet aussi ainsi de remplir un rôle que l'éducation nationale essaye de plus en plus de faire peser sur un travail plus local, sur des appréciations de professeurs locaux ou sur le contrôle continu. Mais on sait que le contrôle continu a des biais pour évaluer les élèves. Olivier Brofrère, vous parliez de fuites qui ont eu lieu hier sur les sujets effectivement du brevet. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça s'est passé et comment vous l'expliquez? Alors, le souci d'une telle organisation, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est l'équivalent de 800 000 candidats, c'est quand même très très lourd. Et effectivement, on envoie des sujets fermés dans l'ensemble des établissements, puis il y a un moment où on commence finalement l'ouverture de ces sujets. Il y a certainement eu, alors je dirais pas une erreur, mais une faille de manipulation. Et effectivement, on a eu vent hier en fin de matinée, début d'après-midi, que les sujets circulaient effectivement sur les réseaux sociaux, donc a priori, mais là, il y a une enquête en cours. Il y a un dépôt de plainte par l'Éducation nationale, une enquête en cours, donc je ne peux pas me substituer à l'enquête. Mais effectivement, on a vu apparaître des photos, effectivement, des sujets. Donc il y a eu certainement une faille de manipulation. On est habitué au sujet de secours. Souvenez-vous, sur le bac, à 10 jours, on a actionné effectivement les sujets de secours en français de mémoire pour les voies générales. Donc effectivement, c'est des process habituels, mais des process qui sont extrêmement lourds à mettre en œuvre avec l'ensemble de l'attention qu'on peut connaître effectivement en fin d'année. Je rappelle aujourd'hui que dans les collèges et lycées, il y a à la fois l'examen du DNB, il y a aussi les affectations au lycée, donc tout est en train de se télescoper. Donc voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, je reviendrai très rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure d'examen de passage. C'est pas vraiment un examen de passage, c'est plutôt effectivement un écrit qui sanctionne effectivement, alors je dirais pas les 4 années, comme le disait mon interlocuteur, mais Norman plutôt, Gourrier, on va dire les 3 années du cycle 4.
Et puis effectivement, je le remercie d'avoir parlé d'enseignement scientifique parce que je rappelle que cette année, il y a 3 matières scientifiques et 2 épreuves qui sont tirées au sort. Et cette année, c'est la technologie qui a été tirée au sort et on sait où on est l'enseignement de la technologie dans bon nombre de collèges. Donc on a des élèves qui cet après-midi vont passer l'épreuve de sciences, de technologie, alors que pour certains n'ont même pas eu de cours pendant l'année. Alors justement, vous faites référence, Olivier Beaufrère, au manque cruel de professeurs, d'enseignants dans toutes les matières, notamment les matières scientifiques et en particulier la technologie. Effectivement, certains élèves, vous le dites, n'ont absolument pas eu cours ou presque pendant l'année. Donc comment effectivement faire face à cette épreuve ? Ça me semble extrêmement difficile, justement. Alors, il y a eu différents process, hein. Il y a des départements, il y a eu des demandes de prise en compte, mais on n'a pas de schéma national au moment où nous parlons. Il y aura certainement des indications au niveau des correcteurs et des centres de correction, et c'est vrai que ça nous inquiète. Donc voilà, il faut se dire que peut-être que l'épreuve écrite du DNB telle qu'elle est construite est quand même en train de s'essouffler et d'arriver en bout de course. J'entends tous les arguments présentés effectivement par mon interlocuteur, mais là, il faut qu'on se pose quand même, je pense, les vraies et les bonnes questions. Je pense que si on intensifie l'oral d'histoire des arts en grand oral, afin de préparer effectivement les élèves peut-être au grand oral à l'identique du baccalauréat, on peut être effectivement sur une autre forme de brevet. Et puis, il est très clair qu'on évalue complètement d'une autre manière. La construction du centre de connaissances, de compétences est quand même particulièrement importante. Et puis effectivement, on peut avoir une vraie prise en compte du contrôle continu, y compris au niveau local. Norman Gourrier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce grand oral ? Vous pensez qu'il est, pour l'instant, n'a pas vraiment suffisamment l'ampleur qu'il devrait avoir ? Enfin, le grand oral, je parle du grand oral du brevet, hein, on s'entend. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est ce que j'allais préciser, et je considère que cet oral du brevet des collèges a finalement moins de défauts à l'heure actuelle que son cousin du grand oral de lycée, puisque c'est un travail qui peut être mené en groupe autour de sujets de pays ou d'histoire des arts que les élèves ont à cœur de défendre. Les professeurs qui vont les noter et les entendre sont des professeurs qui sont concernés par le parcours des élèves et par les sujets éventuellement traités. Donc on est finalement très loin de l'improvisation du grand oral de lycée. Mais il est plus ancien aussi et maintenant qu'il y a un petit peu plus d'expérience de la part des équipes pédagogiques. Moi, je reviens surtout sur les défauts de fonctionnement de ce brevet. On peut aussi les expliquer par le fait que l'administration et le ministère ne se donnent plus les moyens, comme elles le faisaient auparavant, pour organiser ce brevet dans des conditions correctes. C'est ça aussi, hein, c'est exactement ce qui s'est passé avec le baccalauréat. Mais pourquoi cela ? C'est des questions d'économie d'échelle, on le sait bien. Hein. Le ministère a compris que le baccalauréat, ça coûte cher, ça prend du temps, ça mobilise des personnels, qu'il faut payer des corrections de copies, qu'il faut payer des frais de déplacement, de composition de jury, qu'il faut réquisitionner des salles et qu'il faut aussi derrière des agents administratifs en nombre assez grand pour assurer la manutention des copies. Et on ne veut plus se donner ces moyens-là parce que ça coûte trop cher. Donc c'est sûr que le contrôle continu fait disparaître un poids comptable dans le fonctionnement. Et le brevet, c'est la même chose. 850 000 élèves dont on doit organiser la venue, les copies, la correction, les systèmes informatiques qui récupèrent toutes ces informations, ça coûte cher. Et donc voilà, c'est un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise orientation, mais je pense que la meilleure des choses serait d'assumer si effectivement on ne veut plus donner les moyens d'un brevet qui fonctionne correctement et que maintenant les systèmes administratifs ne contiennent plus assez d'agents faire quelque chose de correct au terme du suivi informatique à l'arrière, il faut l'accepter. Dans ce cas-là, évidemment qu'un contrôle continu fait dans de bonnes conditions aura un intérêt. D'autant qu'on se pose la question, puisqu'effectivement il s'agit d'un examen, mais qui, en fait, si on ne l'obtient pas, ça ne change rien, puisqu'on passe finalement en classe supérieure, à moins effectivement d'un redoublement. Mais d'ailleurs, peut-on avoir son brevet et redoubler malgré tout ? Ça peut arriver. Dans les faits, c'est de plus en plus rare parce que d'abord, le nombre de redoublements a considérablement reculé. Dans le collège, c'est un recours qu'on n'a que de manière extrême désormais par rapport aux statistiques. On a vraiment divisé par 10 en quelques années le nombre de redoublements. Et le nombre d'élèves, paradoxalement, qui n'a pas son brevet, lui aussi diminue parce qu'avec un 400 points sur 800 à obtenir pour avoir le brevet, l'apport du contrôle continu, les éventuelles options qui donnent des points, au contraire, on a beaucoup d'élèves qui arrivent aux épreuves en ayant quasiment déjà le brevet dans leur poche.
Donc oui, c'est un diplôme qui est facile à obtenir, mais c'est un diplôme qui est plus difficile à obtenir qu'on ne le pense avec mention, puisque les seuils pour obtenir les mentions assez bien, bien ou très bien sont pour le coup assez élevés. Donc il reste quand même un challenge pour les élèves qui sont motivés par cela, d'essayer de décrocher une mention, et le fait d'avoir une mention très bien au brevet est aussi un signe quand même d'application scolaire dans l'ensemble des disciplines. Oui, ça je l'entends effectivement, hein, tout est un signe. À chaque fois qu'on a des bonnes notes ou des mentions, forcément c'est toujours un signe positif, mais ça n'empêche que... Oui, ce sont des mentions qui sont presque plus difficiles à obtenir que celles du bac. Eh bien justement, j'allais y venir, puisqu'en fait, le taux de réussite quand même, dites-moi le taux de réussite à peu près au brevet, hein, parce que je crois que j'ai un chiffre, mais je ne suis pas sûre qu'il soit bon, j'ai 89%. C'est un taux de réussite qui est moins important que celui du bac. C'est la réalité ou pas? Parce que c'est assez étonnant. Oui, non, c'est une réalité. On est sur un chiffre inférieur. D'abord parce que le bac, depuis quelques années, connaît une augmentation exponentielle du taux de réussite, qui est liée essentiellement au trafic des notes et à l'augmentation des notes par le ministère pour faire passer la réforme du bac. Donc là, en fait, on a un effet médiatique de montée à l'extrême des notes du baccalauréat, alors que le brevet, lui, sans doute faisant l'objet de moins d'enjeux médiatiques, bien, on peut se permettre de laisser paraître la réalité des résultats sans les trafiquer. Donc, il y a ce résultat effectivement qui constate un taux légèrement inférieur au taux du bac. Donc taux légèrement inférieur à celui du bac, mais enfin un taux quand même important, puisque cet examen est accusé, Olivier Beaufrère, d'être donné quand même à bon nombre d'élèves, et un examen qui, vous le dites dès le départ, en fait, doit être complètement repensé et remis en question. Donc c'est quoi la réalité de la situation pour vous? Finalement, ceux qui partent passer le brevet, ces élèves de 3e, ces collégiens, ils partent un peu les mains dans les poches en se disant, bon, de toute façon, on verra bien. Alors c'est ce qui pourrait peut-être justement expliquer le fait que nous ayons peut-être moins de mentions, tout simplement parce que je pense qu'un grand nombre d'élèves effectivement calculent déjà leurs points et se disent finalement j'y vais un petit peu malheureusement pour la forme. On se rend bien compte, alors on ne va pas forcément être en phase complète aujourd'hui avec mon interlocuteur, mais c'est clair qu'on se rend bien compte qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose au niveau de ce DNB. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Nos systèmes numériques ne tiennent pas toujours la charge, on s'en rend compte. J'entendais tout à l'heure effectivement un problème d'économie sur les examens. C'est vrai que se déplacer, transporter des copies, envoyer des copies, on voit la fragilité sur les sujets. Il faut aussi savoir que quand on transfère des copies par voie humaine, il y a aussi des pertes de copies. Enfin, voilà. Donc il faut aussi peut-être que notre DNB 2023 se construise finalement d'une autre manière. Et moi je pense que s'il y a un élément à tirer de cette situation, c'est qu'effectivement il faut que dès maintenant on travaille avec les instances du ministère sur la session du brevet 2023 et qu'on mette vraiment les choses à plat et qu'on se dise voilà, on a déjà une structuration, on a déjà un contrôle continu, on a déjà une validation du socle commun, on a déjà effectivement un oral, qui est un oral un peu différent effectivement d'histoire des arts. Je rappellerai à mon interlocuteur que quand on l'a mis en place au tout début, c'était quand même très très compliqué et qu'aujourd'hui ça prend vraiment toute sa place. Donc, mais la réforme de 2021, pardon Olivier Beaufrère, la réforme de 2021, on en est où? Parce que qu'est-ce qu'elle a apporté comme changement? Pour l'instant, la réforme de 2021, franchement, pour l'instant, on va se dire que dans certains lieux, on n'a pas forcément les moyens pour tout mettre en place. Alors vous allez encore me dire, vous faites une réponse par les moyens, mais c'est vrai parce que l'autonomie des établissements fait que si on veut doter et créditer tous les groupes, c'est quand même compliqué. Et puis on se rend compte que le collège a eu peut-être ce qu'on appelle un effet millefeuille, c'est qu'on a superposé bon nombre de réformes. Il faudrait vraiment qu'on se pose et qu'on prenne vraiment le temps de faire un bilan, un véritable bilan, là, assez rapidement, se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça avec puisse joie, fonctionner. mais sauf qu'à chaque fois qu'on se parle, Olivier Beaufrère, ainsi que tous les invités du Grand JT, on se dit systématiquement ça, il faut faire un bilan, repenser entièrement l'école. Mais les réformes, ça prend du temps. Là, on a un nouveau ministre de l'Éducation, enfin nouveau depuis quelques mois, donc qui vient d'être nommé. Ça veut dire qu'on va encore repartir sur une réforme du brevet et probablement du bac. Enfin, on en est où en fait? Il va se passer quoi? Dans combien de temps on va réagir? Qu'est-ce qui va... Non, on n'est pas en train de dire, on détricote tout. On est seulement en train de dire, sur chacun des éléments, on conserve ce qui fonctionne, on conserve ce que l'on partage tous, et puis effectivement, il y a des points d'amélioration. Le brevet aujourd'hui, tel qu'il est défini,
c'est vraiment la preuve que le DNB est certainement arrivé en bout de course. C'est exactement comme ça qu'on identifiait l'argumentation des réformes, notamment du bac et du reste. C'était pas on détricote tout, c'était pareil, c'était on améliore et on repense. Sachez-le quand même. Vous parliez des mentions tout à l'heure, effectivement, qui est données au brevet des collèges. Ces mentions permettent aux élèves boursiers d'obtenir donc une bourse au mérite qui s'élève à 800 €. C'est quand même pas négligeable aussi pour la suite des études, Olivier Beaufrère. Tout à fait, et sachez que ces bourses au mérite vont vraiment à des élèves méritants. Je suis désolé, je ne trouve pas d'autres termes. Ce sont vraiment des élèves qui se donnent à fond, et ce sont des élèves qui vont jusqu'au bout sur l'épreuve du brevet en se disant voilà, à la clé, je peux effectivement avoir cette aide. C'est une très belle reconnaissance, et franchement, c'est très apprécié par les élèves et par leur famille, et pas seulement au niveau financier, au niveau de la reconnaissance, c'est très très important. Neumann Gourrier, pareil, de votre côté aussi, vous entendez cela, cette reconnaissance qui est faite par justement les bourses données aux élèves méritants? Oui, et comme je vous disais tout à l'heure, le fait de décrocher cette mention très bien est quand même le signe d'un parcours studieux et surtout qui généralement renvoie à des bonnes notes moyennes dans l'ensemble des disciplines. C'est-à-dire, pour obtenir suffisamment de points pour avoir la mention très bien, il faut être bon à beaucoup d'endroits et si possible mauvais nulle part. Donc ça permet quand même déjà aux élèves qui vont un peu plus loin que les prérequis minimum d'être distingués, d'être récompensés. Et c'est quand même aussi une forme de survivance du mérite que l'on souhaite avoir dans notre parcours, parce que nous sommes des professeurs qui exigeons beaucoup de nos élèves, qui espérons que l'instruction publique doit être exigeante et qu'elle ne peut pas se contenter d'emmener des élèves vers la moyenne, mais aussi d'encourager ceux qui ont des capacités à aller plus loin et à se dépasser. Au-delà, effectivement, du mérite et de la reconnaissance pour les élèves et même les familles, à qui profite le crime, j'allais dire, à qui profitent ces notes, ce taux de réussite du brevet? Est-ce que les établissements ont besoin aussi, nécessitent d'afficher ces taux de réussite? Qui regarde finalement les taux du brevet? Alors oui, ça se regarde entre établissements pour afficher quelque part une certaine notoriété ou une réussite, mais bon, je ne pense pas que ça ait vraiment un poids important à ce niveau-là. C'est vraiment plutôt pour le parcours personnel de l'élève. C'est aussi une manière d'avoir une évaluation de sortie du collège après les préévaluations de 6e. Donc on peut voir des élèves qui font un parcours de 4 ans dans un établissement et qui, à la sortie, marquent une progression, parce qu'on parle des élèves, effectivement, des bons élèves, mais il y a aussi les élèves qui arrivent avec de très grandes difficultés et les équipes pédagogiques peuvent avoir une certaine fierté à accompagner des élèves jusqu'à obtenir leur brevet. Ça aussi, c'est une marge de progression qui n'est pas toujours aussi spectaculaire, mais qui est très importante. Et c'est aussi une forme d'équité sociale, puisque les bourses au mérite dont vous parlez regardent les résultats, et seulement les résultats. Et donc, ça montre bien qu'on a encore une école républicaine qui peut jouer ce rôle-là. Tous les lycées ont accès à ces données-là ? Oui, ils le peuvent, mais contrairement à ce qu'on imagine, elles n'impactent qu'à la marge l'arrivée au lycée et le début du parcours scolaire. D'abord parce que les équipes pédagogiques de lycée ont souvent peu de temps ou pas de moments dédiés à l'observation des profils complets des élèves arrivants. Donc c'est assez rapidement qu'on regarde les résultats du brevet. Mais techniquement, oui, on peut effectivement en tenir compte. Alors, le bac est utile, on le sait, pour travailler dans certains métiers. Est-ce que le brevet aussi, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce que le brevet est-il nécessaire pour travailler dans certains métiers ? Oui, encore. Effectivement, le brevet est un diplôme qui sanctionne des compétences minimales, et on a encore certains secteurs d'activité sur lesquels il est exigé. Donc, ça peut fonctionner dans le travail ouvrier, ça peut fonctionner aussi pour les gens qui se destinent à des carrières dans l'armée. Il y a plusieurs endroits où le brevet, en fait, est une garantie de socle minimum de compétences et qu'il est demandé. Pour les personnels de l'éducation nationale, Olivier Beaufrère, par exemple, il est important, utile d'avoir ce brevet nécessaire ? Alors, dans l'éducation nationale, pas forcément. Moi, j'ai un mémoire, par exemple. Il y a eu une formation pour devenir moniteur d'auto-école, et c'est encore une entrée qui est demandée avec le DNB. Donc, il n'est pas rare qu'on ait encore, alors non pas peut-être des formations, mais certains examens qui sont encore accessibles, et effectivement au niveau du DNB, mais il y en a quand même globalement de moins en moins. Alors évidemment, quand on parle de brevet, et on l'a mentionné plusieurs fois ensemble tous les trois,
évidemment, on pense au bac. Il y a l'utilité du brevet et il y a forcément l'utilité du bac. Alors j'en profite, puisque vous êtes avec moi, pour aussi digresser légèrement, mais pour parler justement de cet examen national. Est-ce que c'est vraiment utile encore de maintenir le bac? À quoi sert-il? Comment est-il perçu par les universités, grandes écoles et autres études, et aussi par tous ceux qui engagent les étudiants de demain? Olivier Beaufrère. Le bac reste avant tout un souvenir, c'est qu'une histoire, hein, ça reste effectivement Napoléon Ier. Maintenant, aujourd'hui, on a vu que le bac avait évolué. Là où il faudrait qu'on soit, alors vous allez me dire que je le dis à chaque fois, mais je vais le répéter, on n'a pas encore connu une année complète et véritablement avec la réforme du bac. Deuxième point important, il ne faudrait pas non plus que sur le bac tel qu'il est défini aujourd'hui, on a des épreuves écrites, on a effectivement des oraux, on a du contrôle continu, mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de disciplines qui viennent effectivement rajouter des oraux intermédiaires, qui viennent rajouter des temps de pratique en sciences. Donc là, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas rendre le bac finalement trop long dans l'espace-temps. Mais globalement, aujourd'hui, le bac a encore, je pense, une utilité. Il y a une vraie reconnaissance pour les élèves, pour leurs familles. Et effectivement, c'est quand même ce qui nous permet de partir après vers l'enseignement supérieur. Quand vous dites trop long dans l'espace-temps, Olivier Beaufrère, c'est par rapport justement au mois de juin et même d'ailleurs au mois de mai et mars cette année qui ont été un peu entamés à cause des épreuves? Tout à fait. Le mois de mai, je rappelle qu'on avait des épreuves de langue vivante qui devaient être effectivement qui devaient se dérouler et qui ont été suspendues cette année. Donc il faut qu'on s'inquiète à ne pas toucher non plus le mois d'avril. Donc attention quand même, parce qu'il y a quand même les zones de vacances qui impactent effectivement les calendriers et qu'on ne se retrouve pas dans un tunnel comme on le connaît cette année. Cette année, on est vraiment dans un tunnel depuis, alors pour la zone de Paris, depuis le retour du 9 mai. On a l'impression de n'être finalement que dans cette entrée d'examen. Donc attention à ne pas en rajouter de trop non plus. Alors Norman Gourrier, ce bac, qu'en pensez-vous? Parce que aussi bien on parle du brevet, on dit qu'il est donné à tous les collégiens. Le bac, c'est aussi évidemment le reproche qu'on lui fait. Oui, maintenant, parce que pour le bac en France, il y a un avant et un après Parcoursup. Avant Parcoursup, moi je fais partie de la génération des personnes qui sont passées par le bac avant Parcoursup, c'est-à-dire un bac qui pouvait mener à toutes les options du supérieur. Je fais un excellent exemple, j'ai passé un bac scientifique et après mon bac, je suis allé en prépa littéraire. C'était possible avant le Parcoursup, puisque c'était le résultat du bac et les notes surtout qui permettaient d'ouvrir les différentes portes, même des classes préparatoires qui ne correspondaient pas forcément à la filière qu'on avait suivie. Donc il était important d'avoir des bonnes notes au bac et il était indispensable d'avoir son bac pour accéder au supérieur. Après Parcoursup, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, c'est terminé. Ce n'est pas parce qu'on a eu le bac qu'on est garanti à 100% d'aller dans la filière de notre choix. Il y a une sélection qui va se faire et ce n'est surtout pas parce qu'on a choisi telle ou telle spécialité en parcours de lycée qu'on va pouvoir accéder à telle ou telle université, puisque maintenant les universités ou les écoles d'enseignement supérieur vont filtrer les élèves qui le retiennent comme étudiants en fonction des matières, des disciplines de spécialité choisies. Donc la mise en place de Parcoursup, la mise en place de cette sélection a complètement vidé le bac de son caractère de clé pour le supérieur. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui on s'interroge sur sa légitimité et sur le fait de le maintenir. Parce qu'effectivement, à partir du moment où, en l'ayant avec telle ou telle discipline, on se ferme des portes, ou on n'en ouvre pas certaines qu'on voudrait ouvrir, eh bien, à quoi bon continuer avec une machine aussi lourde? Alors maintenant qu'on a dit ça, effectivement, qu'on a mis ça sur la table, est-ce que c'était une bonne idée aussi de repenser le bac, effectivement, comme l'a repensé Jean-Michel Blanquer et ses équipes, c'est-à-dire que se dire à un moment, cet examen, on en pensait ce qu'on en voulait, mais enfin, il était quand même un peu donné, et puis bon, on ne savait pas même à quoi ça ressemblait. Maintenant, il y a le contrôle continu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même établi sur la longueur, sur le temps, donc des notes qui sont réelles et qui, a priori, montrent davantage le niveau de l'élève. Donc, est-ce que, finalement, cette réforme n'est pas une réforme qui, à long terme, serait plus ingénieuse? Je pose la question, hein, je n'émets pas d'avis, mais je vous pose la question. La grande ingéniosité de cette réforme liée à Parcoursup, c'est de faire basculer la France dans un système où l'enseignement supérieur
est réservé à quelques-uns et n'est plus ouvert de manière large à tout détenteur d'un diplôme national qualifiant. Et donc ce grand tour de force a permis d'économiser des ouvertures de postes dans le supérieur, parce que si on avait perduré avec l'ancien système, aujourd'hui, avec la génération de l'an 2000 du mini baby-boom, on aurait dû ouvrir des centaines et des centaines de classes dans les universités, dans les différentes filières, pour accueillir un afflux massif d'étudiants. Pour ne pas avoir à faire cet investissement dans l'enseignement supérieur, on a mis en place un système de filtrage qui a peut-être un intérêt, parce qu'on pouvait aussi s'interroger sur les taux de démission et faire passer tout le monde en première année de philo ou de lettres pour avoir 80% de démission au bout d'un semestre. Ça n'avait pas forcément beaucoup de sens, certes. Mais voilà, le fait est que maintenant, on a mis un filtrage qui permet d'économiser, de faire arriver moins d'étudiants, des étudiants plus sélectionnés, qui sont donc plus probables de se garder et de se maintenir dans la filière à laquelle ils ont accédé, grâce à ça. Donc c'est là qu'est l'ingéniosité de Parcoursup. Malheureusement, tout ceci se fait encore dans l'insincérité, parce qu'on prétend que le bac joue encore un rôle, on dit que Parcoursup n'est pas aussi cloisonnant, n'est pas aussi filtrant. Donc il faut aussi à un moment faire preuve de franchise, assumer le système. Si c'est le nouveau système qu'on nous propose, soit acceptons-le, mais alors soyons francs, rendons publics les critères qui permettent aux écoles supérieures de retenir les candidats, voyons effectivement sur quel algorithme elles travaillent et nous pourrons voir la vérité de cette sélection. Disons-le aux familles, disons-le aux élèves, et qu'ils en tiennent désormais compte dans leur parcours, dans leur manière de travailler, dans leur manière de parcourir le lycée, et que tout le monde soit OK sur le fait que maintenant on est dans un système à l'anglo-saxonne, je dirais même à l'américaine, et il va falloir cravacher, avoir des bonnes notes et un bon dossier pour avoir l'école qu'on veut, parce que c'est désormais comme ça que ça se passe aussi en France. Pour vous, Olivier Beaufrère, repenser effectivement le bac, cet examen, je parle, final du baccalauréat, est-ce que ça changerait aussi beaucoup de choses pour les professeurs et tous les personnels de direction de l'éducation nationale? Quel est l'avis? Quels sont les retours autour de vous? N'oublions pas qu'on a connu Ravel et le militaire, on a connu APB, aujourd'hui on a Parcoursup. Alors Parcoursup n'est pas toujours parfait, on est les premiers à dénoncer certains dysfonctionnements et nous on prévient, attention à ne pas mettre non plus trop d'indications et trop d'informations dans Parcoursup, parce qu'il y a un moment où ça ne pourra plus véritablement fonctionner. Mon interlocuteur parlait effectivement d'une notion de parcours, et je pense que ça peut être extrêmement intéressant de travailler sur un véritable parcours des élèves. On voit bien là, sur les orientations par exemple, en fin de seconde, les élèves qui font vraiment des choix d'enseignement de spécialité et qui commencent à se transposer finalement sur la suite d'un parcours. Sur l'enseignement supérieur, on se rend compte que progressivement, l'enseignement supérieur prend en compte quand même les éléments qui sont transmis par les lycées et par leurs familles. Il faut encore qu'on travaille, il faut encore qu'on progresse à ce niveau-là, ça me semble être extrêmement important. Et puis se dire surtout qu'il faut encore laisser un petit peu de temps, je pense, pour faire mûrir, mais c'est clair que tout le monde ne pourra pas non plus aller forcément vers l'université. On a aussi, n'oublions pas, des élèves qui, grâce à Parcoursup, peuvent effectivement quitter une voie professionnelle pour aller vers un BTS, peuvent effectivement quitter une voie technologique pour aller vers un BUT, un brevet universitaire technologique, donc un bachelor. Donc effectivement, ça semble quand même être intéressant. Il y a une véritable évolution en cours. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, qu'on travaille les passerelles, effectivement, lycée et enseignement supérieur. Vous parliez du budget pour le brevet. Quel est le budget pour le bac, finalement? Ça coûte combien en français? Ça coûte combien à l'État? J'ai pas d'éléments d'information précis. Peut-être que la Cour des comptes a fait effectivement des enquêtes à ce niveau. On a beaucoup d'enquêtes de la Cour des comptes actuellement. On se rend bien compte que l'analyse de la Cour des comptes est vraiment prise en compte effectivement par notre gouvernement. Maintenant, il faut qu'on soit très clair. Si on veut savoir combien ça coûte, il faut tout quantifier. Il faut quantifier l'humain, il faut quantifier les salaires des personnels. Je veux dire, là, ça va être, je pense, une somme assez astronomique. Par contre, si on généralise des transmissions de copies par Internet, il faut vraiment qu'on ait des outils qui tiennent la charge. Parce que ça, c'est complètement insupportable pour nous. Par Internet, c'est envisageable quand même avec la fracture numérique. Enfin, tout le monde n'a pas accès au numérique aujourd'hui. Donc, ce serait peut-être creuser davantage les inégalités? Non, pas vraiment. C'est surtout ce qui est transmission de copies, ça part des établissements. Donc, je suis plus sur les logiciels internes de l'éducation nationale. Il faut qu'on progresse. Ça, c'est clair. Norman Gourrier, donc dernière question par rapport justement au budget. Est-ce que ça représente le bac? Vous avez une idée?
Ouais, les estimations, alors après, oui, comme disait mon collègue, ça dépend beaucoup de ce que l'on met dans l'enveloppe, mais globalement, si on s'en tient aux choses évidentes, comme les frais de déplacement inhérents ou la prise en charge des jurys, le traitement informatique des copies, on pense à peu près à 80 € par candidat du bac, donc on est aux alentours de 50 à 60 millions d'euros par session. Voilà, ça c'est la fourchette basse. Après, évidemment, on peut presque décupler cette somme si on commence à regarder les candidats libres, les sessions de rattrapage, les gens qui échafaudent les sujets, la communication qui est faite autour. Donc évidemment, on peut imaginer plein de coûts indirects qui pourraient multiplier cette somme par 10. Disons strictement parlant, dans l'organisation, c'est à peu près 60 millions d'euros par an. Oui, donc effectivement, ça se réfléchit. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans le Grand JT pour justement parler de cet examen qu'est le brevet et que l'on passe, que les étudiants passent hier et aujourd'hui. Et puis, évidemment, évoquer aussi ce baccalauréat. Je suis sûre que je vais vous retrouver très bientôt sur le Grand JT, l'un et l'autre. Norman Gourrier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNCN, le syndicat national des collèges et des lycées. Et Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN-INSA, le syndicat de tous les personnels de direction de l'éducation nationale. Merci mille fois d'avoir été là. Allez, on marque une courte pause et on revient juste après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le Grand JT, alors vous savez, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentaient les réseaux sociaux pour eux. Regardez. Ça sert à communiquer avec les gens et par exemple, s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut communiquer facilement. J'utilise plus Insta et TikTok, mais un peu plus TikTok. YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. C'est très divertissant, c'est varié, on peut voir des trends, on peut suivre des tendances, la mode d'aujourd'hui, et on peut voir les photographies de nos amis et tout, et on peut rester en contact avec plusieurs personnes. Parce que j'aimerais trop, par exemple, être un peu connue sur YouTube. Amélie Nakis, je la suis beaucoup en ce moment. Dès qu'elle fait des nouvelles vidéos, je regarde. Merci à tous les enfants pour vos petits mots adorables. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, c'est Charlie Nestor qui répond à ces questions. Regardez. Si vous le voulez bien, je pensais se pencher sur l'école d'aujourd'hui. Oui. C'est un peu loin, on l'a vu pour vous maintenant. Dites donc. Attention quand même. Pour moi aussi. Hein. Oui. Mais vous avez 2 enfants. Oui. Ils sont sortis eux aussi il n'y a pas longtemps. Eux, en fait, ils ont fait tout leur cursus aux États-Unis, les 2. Et j'en suis très fier et très content.
Justement, déjà, quel changement entre système français et système américain? Tout. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu la chance d'être scolarisés dans des écoles plutôt sympathiques, dans le sens où des écoles qui, pour moi, étaient extrêmement modernes, par l'apprentissage, l'éducation, l'organisation, etc. Enfin, voilà, une école qui s'appelle Cushman à Miami, qui est considérée comme l'une des meilleures écoles en Floride, sinon aux États-Unis, c'est vrai, mais j'en suis content et ravi, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans l'école française? Joker? Non. Ce que j'ai beaucoup apprécié à l'école américaine, c'est d'abord le fait que chaque élève a sa propre personnalité. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, mais je peux me tromper, je peux dire des bêtises, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, enfin même hier, en fait on prend les élèves dans leur globalité en disant voilà, il y a ça à apprendre, vous allez tous l'apprendre. Moi j'ai découvert effectivement que, alors c'est vrai que dans les classes ils étaient 10, 12 ou 14, et que c'est évidemment beaucoup plus facile, mais chaque élève a sa propre personnalité, son propre rythme, etc. Il est arrivé que des professeurs viennent me voir pour mon fils en disant bon, il y a un petit peu de faiblesse en maths, comme quoi les chiens ne font pas des chats, et on va alléger sur le reste et on va renforcer sur les maths. Ok. Ça, j'avais jamais vu. J'avais jamais connu. Et du coup, ça a porté ses fruits, oui. Oui, ça a très bien fonctionné. Il n'y a plus de faiblesse en maths. Oh, maintenant, il est passé à autre chose. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Et puis le sport aussi, j'ai bien aimé, moi, cette idée qu'à 14h30, ils terminent et qu'ils puissent faire du sport ou faire de la musique ou faire... voilà, et qu'il n'y ait pas de devoirs aussi. Les devoirs, on les fait à l'école. Ah oui, quand tu rentres chez toi, il n'y a plus... Ah oui. Donc, j'ai bien aimé ça. Et après, ils ont fait une école d'art géniale, gratuite. Comme quoi, comme quoi il y a des idées reçues. Une école extraordinaire, gratuite, où on leur a appris plein de choses. Ils ont choisi chacun un art en particulier, que ce soit la musique, etc. Et donc c'était intéressant. On l'a dit au tout début. Petite chaleur, je ne sais pas si ça se voit. Non, ça ne se voit pas. Non, non. Non, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes professeur aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous frappe dans la génération actuelle d'étudiants ? Ce qui me frappe, c'est le fait que j'ai un peu l'impression qu'ils veulent aller vachement vite. Mais en même temps, je les comprends. C'est-à-dire que tout d'un coup... C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est la fougue. Et c'est peut-être aussi un peu l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Mais j'ai tendance à dire attention, parce que si vous voulez embrasser ce métier, il faut faire attention, parce que la précipitation n'évite pas les pièges. Et les pièges, il y en a beaucoup, et il faut faire attention. Donc, il faut y aller, mais selon moi, crescendo. À quoi doit ressembler l'école de demain pour vous ? Ou pourrait ? Alors, je vais dire une horreur, à l'école américaine. Mais non, quelle horreur! Non, il faudrait qu'elle ressemble... faudrait qu'elle s'attache plus à l'individu. Vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas comment ça fonctionne, et je ne suis pas ministre de l'Éducation, je ne le serai jamais, et souvent, souvent les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je pense que oui, il faut qu'elle s'adapte. Qu'elle s'adapte au... Et qu'elle soit plus personnalisée. Ouais, ce serait bien. Eh bien, c'est parfait. Eh ben, c'est pas mal non plus. Merci, Charlie. Mais merci à vous. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà, mais c'est passé super vite. Oui. Vous vous débrouillez très bien, dites donc. Ben, on espère que vous serez entendu. Ben oui. Je m'adresse à la direction, elle se débrouille très bien. Merci. Ça, c'est le côté professeur qui revient, mais j'ai une bonne note. Je suis obligé. Voilà, maintenant, je regarde tout. Et non, vous vous débrouillez très bien. Donc c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. C'est tout de suite l'heure du meilleur de School TV avec le Zap. J'ai dit 2015, ce qui factuellement est exact, mais l'aventure commence en 2014. Racontez-nous. Alors, l'aventure commence d'abord avec un magazine. Voilà, qui existe toujours. Qui existe toujours, le Mag Junior. Donc, on commence... Arte Junior, le Mag, il s'appelle. Bon, on commence en février 2014. Comment naît cette idée ?
Alors là, il faut rendre à César, c'est mon patron, Marco Nassivera, directeur d'information, qui tenait absolument à faire une émission pour les enfants. Voilà. Et donc, il a, à force de persuasion, il a réussi à persuader ses patrons. Et donc, on a lancé le magazine Junior en février 2014. Voilà. C'est une hebdomadaire. Un an après, janvier 2015, Charlie. Ouais, et là, grande discussion dans votre média, comme dans tous les médias d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tous les médias, toutes les écoles, je pense. Aussi, on s'est dit, mais oui, il faut faire quelque chose. Alors nous, on a essayé d'apporter notre réponse de journaliste. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument lancer un journal quotidien pour les enfants. Et donc, en septembre 2015, septembre 2015, on lance la quotidienne Junior. Dites-nous un petit peu plus, s'il vous plaît, sur le système éducatif en Algérie. Eh bien, il faut savoir que depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, le système éducatif a subi plusieurs réformes dans le but de pallier aux problèmes de chômage et d'analphabétisme. Donc, l'enseignement en Algérie est obligatoire de 6 à 16 ans et le système éducatif algérien s'inspire du système napoléonien par sa forme et son histoire liée à la colonisation française. C'est quoi cet enseignement fondamental ? Alors en fait, l'éducation préparatoire, donc la maternelle, n'est pas obligatoire en Algérie, donc les enfants entrent à l'école à l'âge de 6 ans pour suivre l'enseignement fondamental qui va durer 9 années. Donc l'enseignement fondamental, c'est 5 années d'enseignement primaire et 4 ans d'enseignement secondaire qui correspond en réalité au collège. Et à la fin du secondaire, les élèves passent leur premier examen appelé le brevet d'enseignement moyen, qui est identique au brevet des collèges chez nous en France. Et il y a ensuite le lycée qui dure 3 ans et qui est également marqué par l'obtention du baccalauréat. Quelles sont les particularités du système éducatif en Algérie ? Alors le rythme scolaire peut ressembler à celui de la France puisque les élèves en cours de septembre à juin ont des vacances à chaque saison. Ils vont à l'école de 8h, 8h30 vers 16h, 16h30. Mais il y a une grande différence, c'est qu'ils ne vont pas à l'école du lundi au vendredi, comme chez nous en France, mais du dimanche au jeudi. Et oui, le vendredi et le samedi, c'est le week-end en Algérie. Donc c'est une petite différence. Autre particularité, les élèves doivent porter un tablier bleu pour les garçons et rose pour les filles. La tenue correcte est exigée dans les collèges et dans les lycées. Les filles ne doivent pas se maquiller ou porter des bijoux ou autres accessoires. Les pantacourts, jupes, robes et décolletés sont interdits. Et pour les garçons, les shorts sont également interdits et ils doivent venir avec des cheveux propres, sans trace d'un quelconque gel. On a souvent parlé du classement PISA, effectivement, quand on fait ces émissions de l'école du monde. À quelle place se trouve l'Algérie ? Alors, je le rappelle, PISA est un programme international qui mesure les performances des systèmes éducatifs. L'Algérie se classe à la 69e place sur un total de 70 pays. On retrouve juste devant l'Algérie le Kosovo et à la dernière place la République dominicaine. Mais l'Algérie continue de se battre contre l'analphabétisme. Le taux d'analphabétisme a été réduit à 7,94% en 2021. Et c'est une réussite pour le ministre de l'Éducation nationale algérien. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans votre étude, Jean-Paul, c'est le fait de s'apercevoir de la diversité des causes qui sont embrassées par ces 13-14 ans qui veulent du coup vraiment participer à cet engagement sociétal en étant bénévoles dans des associations. On va voir que la plus forte volonté d'engagement des enfants, c'est chez les filles. Justement, ça c'est cocorico pour justement les jeunes filles qui ont cette envie d'engagement chevillée au corps. C'est aussi d'autant plus vrai qu'entendre leurs parents est déjà bénévole. Et puis, c'est aussi vrai quand ils veulent s'emparer de la protection de l'environnement, par exemple, quand ils veulent aussi s'emparer de l'égalité citoyenne, de l'égalité aussi qui va toucher à la protection de l'environnement, au secourisme, à l'aide aux personnes en difficulté ou encore au sport. C'est très varié. Alors, c'est très varié, mais ce qui frappe quand même, c'est qu'il y a... les questions sociales, quand même, motivent, mobilisent beaucoup de jeunes. Alors, le premier thème, je le rappelle, c'est la lutte contre les discriminations. Et c'est un thème qui va être choisi par 52% des collégiens, donc la majorité d'entre eux. Et puis ensuite, l'environnement vient tout de suite derrière, mais quand même, avec plusieurs points de différence, quand même, c'est 44%. Et puis ensuite, on retrouve le sport, l'aide aux personnes en difficulté, avec 40%, et la santé, avec 38%. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le top 5 des thèmes sur lesquels les jeunes veulent s'engager.
Alors, un peu moins attractif, nous avons les missions humanitaires à l'étranger, l'encadrement des jeunes et des adolescents, le soutien scolaire, qui vont réunir à peu près autour de un adolescent sur 4. Et puis alors, il y a un parent pauvre dans ces thématiques, et c'est un peu surprenant d'ailleurs, c'est la protection du patrimoine, qui ne va qui va ne rassembler que 14% d'élèves. Alors c'est un peu surprenant parce que d'abord s'il y a une grande visibilité médiatique aujourd'hui avec les journées du patrimoine, le loto du patrimoine de Stéphane Bern, et puis surtout on est dans des jeunes qui sont scolarisés et on aura pu penser que l'école les sensibilise à ces causes, dont un récent rapport de la Cour des comptes d'ailleurs vient de rappeler combien au niveau financier elle a besoin et c'est un peu la surprise ou la mauvaise surprise un peu de l'enquête sur ce thème. Si on fait un petit jeu des différences entre un JT pour les enfants et un JT pour les adultes, qu'est-ce que ça donne? D'abord, choix des sujets, vous dites on ne se censure pas, mais on ne prend pas non plus, on adapte quand même. Oui, on adapte, bien sûr. Je crois que la vraie première différence, c'est qu'on ne court pas après l'actu. Vous voyez, le 20h court après l'actu, nous, c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Nous, on est plus dans l'explication. Donc, on essaie... Alors, vous m'emmenez vers une deuxième explication, c'est ça d'ailleurs, il y a évidemment du factuel, c'est un journal, mais c'est un journal très pédagogique. Voilà, c'est ça, on essaye toujours de donner des éléments explicatifs, quoi, de ne pas simplement donner une actu comme ça je ne vais pas dire du mal des 20h, mais... c'est fait. Voilà. Pardon. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de décrypter l'actualité plus que de la donner en courant après les petites phrases, etc. De toute façon, la politique, on en parle très peu parce que ça ne concerne que soit que les Français, soit que les Allemands, et comme on parle à deux publics, on est obligé de s'adapter. Et en plus, ce sont les enfants qui ne votent pas forcément. Voilà. Ceci étant, ce sont de futurs citoyens tout de même. Après, c'est quand même intéressant de leur expliquer des trucs, quoi. Alors, là, par exemple, on a fait récemment une série sur les institutions. Donc, expliquer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les médias, etc. Vous voyez, donc on essaye quand même d'être un peu dans l'actualité, mais voilà, on choisit quelque chose qui va parler à tous et puis qui peut être intéressant pour les gamins et pour les grands aussi, d'ailleurs. Ces fournitures scolaires, surtout ces livres qu'il faut acheter, c'est un frein pour certains parents en Algérie aujourd'hui, de la classe moyenne. Après, il faut bien savoir que l'État l'aide en particulier parce que nous, en Algérie, nous sommes un système socialiste. C'est-à-dire pour les familles les plus démunies, ils peuvent obtenir une petite prime ou une petite aide pour les affaires. Après, le dossier est un petit peu long. Mais en général, les familles les plus modestes, ils obtiennent une petite aide pour les fournitures scolaires. Après, comme elle a dit ma compatriote, c'est vrai que des fois, même moi à l'époque, on avait plusieurs matières et on ne pouvait pas faire 2 fois l'aller-retour au lycée. Du coup, on mettait tout dans le cartable et ça faisait un petit peu lourd, c'est vrai. Et d'après vous, Rami, ces aides de la part de l'État, elles diminuent un petit peu les disparités selon les régions? Ça permet un peu de lisser les inégalités, de lisser le niveau? En fait, eux, pour lutter contre les inégalités, comme l'a dit votre collègue, ils mettaient des tabliers, etc. C'est pas parce que c'est pour en fait différencier du riche du pauvre. C'est pour ça qu'ils imposaient les tabliers. Parce que des fois, vous trouvez dans le public un fils de riche comme un fils de pauvre, ils étaient à la même table. Comme ça, on ne peut pas faire la différence entre le riche et le pauvre. Ils mettaient tous le même tablier, le même uniforme. Caroline, avec Pixpay, vous êtes la cofondatrice de cette solution FinTech pour les ados et leurs parents et aussi responsable du Teenage Lab qui va aller justement scruter les tendances de consommation notamment et de comportement de ces jeunes utilisateurs et utilisatrices vis-à-vis de leurs envies tout simplement de consommation, mais pas que. Vous venez de mettre au point sur Pixpay, et on viendra au modèle ensuite, un feature en fait qui permet de pouvoir faire un don à une association directement depuis cette carte bleue qui leur est fournie. Ce don, c'est quelque chose qui suscite un engouement assez radical de la part de vos très jeunes utilisateurs et utilisatrices. Je rappelle qu'on s'adresse à une population de 10 à 20 ans. Oui, tout à fait. Effectivement, on est convaincu chez Pixpay que apprendre à gérer son argent, ça
prend en compte plein de dimensions, et notamment la dimension d'apprendre à donner. C'est quelque chose où, et d'ailleurs on le voit dans l'étude de M. Caille, il y a une passation de témoins entre le parent et l'enfant sur un certain nombre de choses. Et donc, cette éducation au don, elle est importante et dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, quand on est ado, c'est pas évident de donner, autrement que directement à quelqu'un qu'on va peut-être rencontrer dans la rue ou via ses parents. Mais là, l'enfant n'a pas encore l'opportunité de le faire directement. Donc, c'est ce qu'on a vraiment voulu rajouter dans Pixpay, c'est la possibilité pour le jeune de s'engager et de faire des micro-dons. Alors, le don moyen est d'1 €, donc c'est pour le coup assez faible, mais très corrélé aussi au budget de l'adolescent, de faire des dons directement depuis leur application. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver, schooltv.com, évidemment les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Merci à toute l'équipe de School TV. On vous souhaite un excellent week-end. Ciao.